Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Rockets et de leur place au sein de la conférence Ouest, du licenciement de Willie Green à la Nouvelle-Orléans et du surprenant début de saison des Suns. Pour m'accompagner, c'est Charles, évidemment, que je salue immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va passer par la case actu comme d'habitude en début de podcast. Je voulais parler avec toi un petit peu de la reprise de l'entraînement de LeBron James qui est prévu ce lundi avec les Lakers, selon Dave McMenamin. Voilà, je l'ai dit. C'est lui qui a révélé ça. Il a fait quelques entraînements apparemment avec les joueurs de G-League, Ouais. l'équipe affiliée à la franchise des Lakers. Apparemment, les premiers éléments, c'est que c'était très encourageant, qu'il n'a plus de résidus de sa sciatique pour le moment. L'équipe, Charlie, tu le sais mieux que moi, elle a un bilan de 10 victoires et 4 défaites, 4e de la conférence Ouest. Il y a un trio, Luka Doncic, Austin Reeves, DeAndre Ayton. J'ai bien dit DeAndre Ayton. Il y a une belle dynamique sur le parquet. James va devenir le premier joueur de l'histoire à entamer sa 23e saison en carrière quand il foulera le parquet pour la première fois de la saison. À quoi tu t'attends, Charlie, avec ce retour ? Écoute, je m'attends d'abord à un retour en douceur. Il pourrait être en tenue en fait dès très rapidement là contre Utah. Je crois que c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Écoute, on va voir comment il va s'intégrer dans cette équipe. C'est vrai que ça tourne très bien sans lui. Sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 2 défaites. Une de ces défaites d'ailleurs est face à OKC, donc je pense que ça arrive. Elle est violente cette défaite. Oui, mais ça va arriver à d'autres équipes de perdre contre OKC, même de manière violente. Oui. Mais oui, globalement, c'est clair que ces Lakers font un début de saison qui est très sérieux. Moi, c'est tout ce que je souhaitais. On en avait parlé avant la reprise et je te disais, pour moi, il faut absolument que cette équipe, elle commence bien pour pas qu'on tombe dans un espèce de drama on a besoin de LeBron, il faut que LeBron revienne et tout. Le gros avantage, c'est que cette semaine, les Lakers n'ont qu'un seul match contre Utah en plus. Donc, a priori, ça devrait permettre au coaching staff de prendre son temps pour réintégrer LeBron, de voir comment tout ça se passe aux entraînements, d'éventuellement faire évoluer certains systèmes, enfin, en gros, d'ajuster l'attaque, notamment. Donc, écoute, j'attends de voir. J'ai un peu d'appréhension, je veux pas te mentir, mais je pense que ça peut bien se passer. En tout cas, je suis content que ça tombe sur une semaine où il y a qu'un match. Oui, bien sûr, ouais. Et que ce soit Utah. Oui. Écoute, on va garder, l'esprit ouvert sur ce retour de LeBron James. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Il n'y a pas de raison que son entrée en jeu... En fait, la vérité, c'est que ça dépend de lui. Tu vois, ça dépend d'avec quel état d'esprit il va venir. Si son état d'esprit, c'est de se mettre au service d'une équipe qui fonctionne très bien, ça va pas poser de problème. Par contre, s'il revient en se disant que c'est au collectif de se mettre à son service à lui, là, il y aura des problèmes. Voilà, et c'est pas faux, ni méchant, ni une attaque de dire que LeBron James, au cours de sa carrière, voilà, les équipes et même les joueurs qui jouent avec lui, il y a eu plusieurs témoignages de cela à travers les années, nécessitent qu'on se plie à son jeu, qu'on se plie à sa manière de jouer. Et Ouais, là, sûr, mais après c'est la question qui se pose pour les Lakers. C'est le cas de tous les joueurs dominants, tu vois. On dit la même chose sur Luka Doncic. Voilà, pour une équipe avec Luka Doncic doit s'adapter à Luka Doncic et être construite en fonction de lui. Ça a très longtemps été le cas pour LeBron James aussi. Maintenant, c'est plus le cas, c'est normal. Il a 40 ans. Il va avoir 41 dans quelques semaines. Voilà, c'est comme ça. C'est là toute la question. C'est est-ce que LeBron James accepte que Luka Doncic soit la tête d'affiche sur le terrain, l'option numéro 1, que lui soit l'option 1B, à la limite, si on n'a pas envie de lui manquer de respect. Ouais, parce que c'est que ça va dépendre de l'état de son retour aussi, parce qu'il y a quand même Austin Reeves qui fait aussi un sacré début de saison. C'est ça. Moi, je dis que c'est pas gagné. Connaissant l'animal, je dis que c'est pas gagné du tout. Mais j'ai hâte de voir ça. Très sincèrement, je serais curieux. Je suis curieux de voir comment ça va se dérouler. Je suis curieux de voir avec quelle attitude il va débuter sa saison, son retour aux Lakers, étant donné que l'équipe fonctionne correctement sans lui. J'ai vraiment très très hâte de voir dans quel état d'esprit ça va se produire. Il a tout à gagner à ce que ça se passe bien. Tout à fait. Maintenant, c'est pas toujours aussi simple. Tout à fait. Et l'ego peut se mettre en travers de son chemin, j'ai envie de dire. Russell Westbrook est devenu le 8e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 10 000 passes décisives en carrière. C'est seulement le 2e joueur avec LeBron James à cumuler également
plus de 25 000 points en carrière. Pour rappel, il a été le meilleur passeur de la NBA à 3 reprises durant sa carrière, meilleur scoreur à 2 occasions. On se souvient tous de sa campagne de MVP complètement folle en 2016-2017. Voilà, il a fait 4 saisons, je crois, en triple-double en moyenne, alors qu'on n'avait pas vu ça à la base depuis Oscar Robertson pour la saison 61-62, ce qui est assez fabuleux. Là, de toute façon, il va continuer à monter au classement. Ceux qui suivent, je crois que c'est Magic Johnson qui est le suivant dans la liste. Il a 136 passes de Magic Johnson, un truc comme ça. C'est pas long, il est pas loin du tout. Donc il va continuer à grimper sur cette liste, voilà. Et donc, tu vois, je saisis une nouvelle occasion, Charlie, de rendre hommage à Russell Westbrook et à sa carrière, juste pour rappeler que ce joueur ne peut pas se résumer à toutes les critiques et à toute la vague à un moment qui s'est pris en pleine tête. Ouais, c'est ça, on peut pas résumer sa carrière à ces 3-4 dernières années. Et écoute, je pense que ça lui fait pas très plaisir d'être dans le même club que LeBron James, mais vu leur relation Il n'y a pas d'amour le passage perdu. aux Lakers. Non, mais plus sérieusement, Bah, oui, voilà. a raison en même temps. Enfin, je veux dire, il a quand même été maltraité par LeBron James. Ouais, non, mais écoute, voilà, c'est une étape supplémentaire dans une carrière qui est très clairement légendaire. Donc voilà, ce que tu veux que je te dise, effectivement, j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Visiblement, il en a encore sous la pédale. Rien ne dit que ça soit sa dernière saison en NBA, et il montre qu'il a encore du coffre et qu'il est encore capable de contribuer. Ce sur quoi on pouvait avoir parfois des doutes ces dernières années, là, il y a aucun doute. Donc hâte de voir la suite. Ouais, il y avait un débat un peu catastrophique l'autre fois sur ESPN sur la place de Westbrook. Tu sais, les trucs qu'ils aiment bien faire, là, les classements par poste. Où est-ce que tu classes Westbrook aujourd'hui dans l'histoire des meilleurs meneurs de la ligue? Et donc Kendrick Perkins était là, oui, pour moi, c'est, je sais plus à quel endroit il le plaçait, mais encore une fois, un take un peu hardcore où Perkins essayait forcément d'obtenir une réaction et faire son job, quoi, de pouvoir faire un gros titre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour que ça discute et pour que ça fasse du clic. Et en même temps, j'ai trouvé cette question très intéressante. Parce que je trouve que Russell Westbrook, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, alors et tout ce qu'il n'a pas fait, et tout ce qu'il n'est pas en tant que joueur, tout ce à quoi il ne correspond pas dans l'idée de ce qu'on peut avoir comme un joueur impactant d'un point de vue basket, tu vois. Purement basket, stratégie, tout ça. Est-ce que tu vas gagner un titre avec Russell Westbrook ou pas? Moi, ça a toujours été ma question, en ayant été fan du Thunder quand il était là-bas. Et j'en étais rendu à la conclusion que non, c'était quasiment impossible de gagner le titre avec un mec comme ça. Et pourtant, il était capable de t'emmener excessivement loin. Et je trouve que la question autour de Russell Westbrook et sa place dans l'histoire, elle est passionnante. Dieu sait que c'est un débat qui ne m'intéresse pas souvent, parce que souvent on mélange les époques et ça m'énerve. Mais rien que parmi ses contemporains, je trouve extrêmement compliqué de classer Russell Westbrook. Il y a des gens qui sont clairement devant lui à mes yeux. Ouais. Mais je pense que des fois, j'aurais des difficultés à le mettre derrière certains. Mais c'est hyper dur comme question. J'y suis en train d'y réfléchir depuis que tu as évoqué ça. Et je sais pas. Alors effectivement, dans l'histoire, pour moi, c'est clair qu'il est pas top 10. Parmi ses contemporains, tu le mets devant ou derrière Chris Paul, par exemple, dans des contemporains? C'est magnifique ce que tu viens de me dire. Je le mets derrière Chris Paul, parce que pour moi, Chris Paul, c'est le meneur ultime. Ouais, c'est ça, pareil. Je suis d'accord. Mais voilà, parmi les arrières meneurs, je vais dire qu'il y a Stephen Curry clairement devant lui, parce que Stephen Curry, il est très très haut dans l'histoire. Chris Paul devant lui. Derrick Rose, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de Derrick Rose? Tu le mets devant ou derrière Westbrook? Ah, la longévité, c'est trop important pour moi dans le pourtant, le fait de juger la grandeur. Ouais, et Derrick Rose, pourtant, a un capital sympathie énorme, alors que certains diront que il a fortement entamé pour d'autres raisons, que des raisons sportives, mais en fait, là, on va pas faire ce débat là maintenant, c'est pas ce que je te propose de faire, parce que moi non plus, j'ai pas foncièrement réfléchi à tout ça, et je respecte trop ce genre de débat pour faire ça à la va-vite, comme ça, sur un coin de table, mais qu'on s'interroge tous collectivement à la place de Russell Westbrook dans l'histoire, à son poste. Rien qu'au niveau de son époque, rien qu'au niveau contemporain.
de son entrée en NBA, c'est-à-dire fin des années 2000, à aujourd'hui, hein, donc d'une quinzaine d'années, quoi. C'est quoi la legacy de Russell Westbrook et où est-ce qu'il se place, vu tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il n'a pas fait et tout ce qu'il n'est pas, où est-ce qu'il se place dans l'histoire? Et je trouve que en fait, elle est assez fascinante, cette question. Mais en fait, elle est Le difficile parce que, concernant. en fait, elle est très difficile parce que même si on reprend la formulation exacte que tu viens d'utiliser, tout ce qu'il Mhm. a fait et tout ce qu'il n'a pas fait, en réalité, il a fait plus que Chris Paul, tu vois, en Tout à termes fait. d'accomplissement. Bah oui, et pourtant, toi comme moi, on met Chris Paul devant lui. Oui, parce que moi, alors, je juge ça, c'est tu me demandes de construire une équipe et tu me dis quel meneur tu veux. Je prends Chris Paul, mais sans même pas, en ne clignant pas une seconde des yeux, quoi. Ah, si c'est moi qui construis l'équipe, Westbrook, il sera pris très loin, hein. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça, enfin, pour moi, c'est une jauge Ouais, non, mais je suis à quel d'accord. point je lui confie la gonfle, quoi. Je suis d'accord. Ah, c'est une très bonne question. Je pense que tu viens de me pourrir ma soirée. Je vais y réfléchir pendant des heures. Et peut-être qu'on en fera un sujet de conversation pour le podcast, tiens. Ça marche. Un jour. On verra. Quand il aura passé d'autres gens, éventuellement, tu verras. Ok. Ça arrivera dans la saison, hein. Oui, Très bah oui. clairement. C'est sûr et certain. On va parler de notre sujet principal, les Rockets, qui sont sur une excellente dynamique, avec 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs, après 2 défaites pour débuter la saison, face au Thunder, qui est quasiment invincible, et les Pistons, qui sont premiers de la conférence Est. Houston déroule son basket avec force. Ils ont le troisième, meilleur différentiel de points de la saison, derrière OKC et Denver. Ils possèdent la 8e meilleure défense, et surtout, ils viennent de passer les Nuggets à la première place de la meilleure attaque de la ligue. En termes d'efficacité, on peut y voir le signe que le recrutement de Kevin Durant est déjà une victoire colossale pour les Rockets, dont l'efficacité offensive était justement le chantier le plus important à l'intersaison. L'absence de Fred VanVleet depuis l'entame de la saison de 2026, reste une épine enfoncée dans le pied de la franchise. Il n'y a sûrement pas de moment plus flagrant que les playoffs. C'est à ce moment-là qu'on en fera le constat, je pense. Le fait que la saison régulière se passe correctement, pourquoi pas. Les playoffs, ça sera un autre animal. En attendant, il y a une saison régulière à jouer, et pour le moment, les hommes d'Ime Udoka sont aussi redoutables qu'on pouvait l'envisager. Mieux encore, Rich Shepard, qui a été catapulté à un des postes les plus exigeants de la ligue, bien qu'il ne soit pas titulaire, hein, ne cesse de progresser à chaque rencontre disputée. Les différentes formations mises en place par Udoka et le coaching staff sont gagnantes dans la plupart des cas, notamment celle avec Josh Okogie dans le 5 de départ. Dans les coulisses, Houston prépare également le retour de Dorian Finney-Smith, qui devrait apporter encore plus d'options dans les combinaisons possibles. Charles, es-tu un tant soit peu surpris par ce démarrage de Houston? Euh, Disons que ouais, je trouve qu'il compose mieux que prévu avec l'absence de Van Vliet. Ouais. Tu l'as dit, effectivement, le vrai juge de paix, ça sera les playoffs, mais c'est vrai que d'abord, je suis un fan absolu du début de saison d'Alperen Sengun. Je le trouve, je le trouve remarquable. Je trouve que la manière avec laquelle Ime Udoka utilise son playmaking, c'est vraiment génial. Alors évidemment, il a un peu de déchets, mais qu'est-ce qu'il est important dans le jeu offensif de cette équipe, et c'est pas anodin, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui Houston c'est le meilleur offensive rating de la ligue, et aujourd'hui le créateur numéro un de cette équipe, bah, c'est lui. Donc on se doutait qu'il aurait cette responsabilité-là avant la reprise de la saison, quand on a vu les ressources disponibles à Houston, et le voir assumer ça comme ça me fait vraiment plaisir. Kevin Durant lui a rendu un très bel hommage en disant qu'il avait jamais joué avec un intérieur de ce profil capable de scorer à ce point, et c'est clair que c'est pas courant. C'est également Alperen Sengun le meilleur rebondeur de cette équipe, qui est l'équipe qui domine la ligue au rebond. Alors ça peut paraître assez évident parce que vu la taille de cette équipe, mais enfin c'est quand même la preuve de son influence. KD, c'est fou. Enfin, 37 ans, 25 points par match, 50% au shoot, 42% à 3 points. Il est pas très loin des 90% au lancer franc. Franchement, il se régale. En plus, il est dans une équipe de fous furieux du rebond, donc il n'a pas trop à se fatiguer à ce niveau-là. Le fait que la pace soit assez lente, ça c'est aussi quelque chose auquel on s'attendait quand on a vu l'effectif de Houston, et c'est effectivement le cas. Ils sont parmi les 5 équipes qui jouent le plus lentement cette saison, mais c'est pas du tout un souci, et ça correspond finalement assez bien à l'âge de KD probablement. Bon voilà, c'est un excellent fit, ça on s'y attendait, mais vraiment il est parfait.
Et ouais, Amen Thompson continue à progresser. Alors, le tir extérieur, c'est toujours pas ça, mais pour le reste, il est excellent. Rich Shepard, tu l'as dit, est vraiment en train de progresser à vitesse grand V. Là, sur les 5 derniers matchs, il tourne à 15 points de moyenne, à plus de 50% à 3 points. Bon, je m'attends pas à ce que ça dure toute la saison comme ça, mais c'est bien. D'ailleurs, à propos des 3 points, les Rockets, c'est à la fois l'équipe la plus à droite de la ligue à 3 points, mais aussi celle qui en prend le moins par match. Donc écoute, ouais, je trouve que c'est vraiment solide ce qu'ils font sur ce début de saison. T'as parlé de l'absence de Dorian Finney-Smith, il y a Tari Eason là qui s'est blessé. Ça, on va voir à quel point ça va être un problème parce que mine de rien, c'est quand même le plus gros temps de jeu en sortie de banc. Donc contre Orlando, Ime Udoka s'est pas trop pris la tête et il a fonctionné avec une rotation à 8. Est-ce que c'est vraiment tenable longtemps? Ça reste à voir. Dorian Finney-Smith, moi je comprends pas très bien la situation parce que au début, on nous avait dit qu'il allait juste rater la reprise. Maintenant, ça fait 1 mois que la saison a redémarré, donc on est un peu au-delà de juste rater la reprise. Ce serait bien qu'il revienne rapidement, il ferait du bien, surtout avec la blessure de Tari Eason. Mais écoute, ouais, les choses vont bien, hein, les choses vont très bien. 3e à l'Ouest, Ime Udoka fait vraiment du très très bon boulot. Il y a toujours un état d'esprit qui fait plaisir dans cette équipe. Voilà, le pari du recrutement de Kevin Durant est une réussite. Ouais, franchement, le fait qu'il soit premier de la ligue en, en efficacité offensive, c'est quand même. Je m'attendais pas à ça, quoi, Moi clairement. non plus, mais après, Moi, oui. on est qu'à une dizaine de matchs joués, tu Ah vois. ouais. Mais Non, oui, non, t'as raison, mais je m'y attendais pas justement, non plus. encore moins en début de saison. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Puisque quand on a commencé à parler enfin, quand on commençait à parler de l'entame de la saison, tout ça, et qu'on avait lu la nouvelle de Fred VanVleet, moi, très clairement, je voyais pas enfin, je voyais justement l'attaque de Houston tousser de l'absence d'un meneur classique. Je ne voyais absolument pas comment cette équipe allait accrocher un top 5 offensif. Moi, en fait, ce qui me faisait C'est pas du tout peur, ce qui se passe. c'est que du coup, on est beaucoup d'ISO Kevin Durant, tu vois. Mhm. Beaucoup de jeux en isolation de sa part. Et on va pas se mentir, dans les matchs, il y a toujours quelques minutes où c'est un peu le cas. Et je trouve que le grand talent d'Ime Udoka, justement, c'est de tout de suite arrêter quand il voit que ça se passe comme ça et de trouver des solutions. Donc ouais, non, je Bah, suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai que Ils c'est sont impressionnant. allés, ils sont allés créer un jeu en pick and roll entre Alperen Şengün et Kevin Durant qui est Ouais. une arme de destruction massive Ouais, mais c'est pour pour ça que les KD, défenses adverses. c'est pour ça que KD a dit qu'il avait jamais joué avec Ouais, un mec comme ouais. ça. C'est qu'effectivement, ouais, c'est remarquable. Que ce soit Alpi qui pose l'écran ou KD qui pose l'écran, ça permet d'offrir une belle diversité dans le jeu intérieur comme extérieur. Alperen Şengün, dès qu'il chope le ballon sur un écran haut, tête de raquette, tu peux être sûr qu'il va faire la bonne lecture et qu'il fera la bonne passe. Ça permet de fixer les défenses quasiment à chaque fois. Durant lui-même, alors j'ai toujours dit que Durant, il avait des lectures quand même assez simplistes, mais n'empêche qu'il fait les bonnes lectures. Il a cette expérience et cette vision du jeu qui lui permet de faire la lecture efficace, pas le truc élite, mais efficace, et c'est déjà excessivement bien. Il est capable de aussi marquer des paniers que 1% des basketteurs au monde sont capables de marquer, Bon, parce que 1%, sa t'es taille, gentil. hein? 1%, t'es gentil, hein. Ouais, non, mais ça, enfin, quel luxe d'avoir ce joueur-là pour te débloquer des situations, quoi. Bien sûr. Les step back à 3 points, le jeu dans le mid-range, c'est impressionnant. Puis il a cette longueur défensive qui reste toujours quelque chose de très utile et que le coaching staff arrive très bien à mettre à exécution sur le terrain. Très sincèrement, moi, j'aurais vraiment pensé que ça mette beaucoup plus de temps à se concrétiser. Mieux encore, Houston sont devenus une très bonne équipe offensive sur demi-terrain, dans l'attaque demi-terrain, alors que l'an dernier, ils étaient dans les 10 derniers, ils étaient, je sais plus, 27e ou un truc comme ça, sur l'attaque demi-terrain, Oui, ou 21e, je sais plus. et surtout le chiffre plongeait quand Van Vliet n'était pas sur le parquet. Voilà, donc c'était absolument la noyade sur demi-terrain, et là, pas du tout. Ils ont complètement corrigé le tir à ce niveau-là. Et il y a un truc, une stat que je trouve assez folle également, et ça on l'avait vu dans le match contre San Antonio, c'est la 21e équipe qui perd le plus de ballons de toute la ligue. Et pourtant, on vient de parler de leur niveau d'efficacité offensive. Le jour où ils arrivent à nettoyer leur perte de balles,
et à pas encaisser ces points à la con sur les contre-attaques et voilà les ballons perdus, ballons cafouillés qui sont souvent source d'une attaque fluide pour l'adversaire. Du moins, ça t'évite d'aller contre la défense posée des Rockets, qu'il faut se farcir quoi. Euh, S'ils arrivent à nettoyer ça, mais cette équipe, elle a encore un palier à franchir, très sincèrement. Bah, oui, c'est ça, c'est qu'en plus, il y a une telle domination au rebond. Enfin, les mecs arrivent à prendre plus de rebonds offensifs que les Knicks, donc rien que ça, Mmh. c'est assez fou. Là, tu Et parlais de Şengün tout à l'heure. Şengün, il est sur meilleur. De toute façon, toi et moi, on en a parlé après l'Eurobasket. On s'est dit, Şengün, là, il est tipard pour nous faire un truc, ouais, pour nous en mettre plein les yeux, quoi. C'est sûr et certain. Et c'est probablement la clé de l'absence de Fred VanVleet. Si lui passe ce cap, ça va peut-être amortir le truc. À ce point-là, moi, je m'en doutais pas. J'avais un doute, mais là, record en carrière en points, au rebond, en passes décisives, il est en 49, 42, 73. Il n'y a pas de joueur autre que Nikola Jokic qui est en 20, 10, 7 en moyenne. Enfin, je vais dire, le gars, il est en train d'inscrire son nom à côté d'un type dont on parle comme un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA bientôt, quoi. non, et puis, Donc c'est pas mal du tout. Et je terminerai en disant que tu parlais de Kevin Durant et de ses comment dire, de ses pourcentages de réussite. Il est d'une efficacité, ce type, mais c'est absolument grotesque. ouais, C'est c'est clair. fou. C'est-à-dire que là, il est pas en passe, il est à 1,2% au lancer franc de signer une saison en 50, 40, 90. Il l'a fait 2 fois dans sa carrière, en 2012-2013 et en 2022-2023, quand il était à Phoenix. Et la première fois, c'était quand il était au OKC. Tu regardes ses stats aujourd'hui à Kevin, c'est il est absolument redoutable. C'est n'importe quoi. Le jeu, son pourcentage de réussite dans la zone à 2 points, c'est 55% de réussite. C'est fou. C'est fou. Le mec, il est trop fort. Ouais, il se régale. Non, mais il se régale. Et vraiment, je te dis, moi, ce que je trouve fou avec cette équipe, parce que c'était quand même pas gagné, c'est que il y a vraiment pas beaucoup de mecs que tu peux oublier à 3 points, en fait. Tu peux faire aucune impasse. Sengun, il est à 45%, Kevin Durant, il est à 40%, Jabari Smith, je crois qu'il est à 37, un truc comme ça. Tari Eason, c'est du 50% à 3 points, tranquillement. Enfin, c'est un délire, en fait. Il y a vraiment que Amen Thompson sur lequel tu peux te dire, bon, ça va, et éventuellement les intérieurs remplaçants. Mais sinon, c'est une vraie prise de tête de défendre sur cette équipe. Le niveau d'efficacité est Mmh. absolument fou. Et l'usage que fait Ime Udoka de Kevin Durant, il y avait eu ce match là contre les Bucks. Je crois qu'à la mi-temps, ils étaient derrière de 14 points. Quand ils sont sortis du vestiaire pour la deuxième partie du match, selon Second Spectrum, ils ont joué 14 pick and roll avec Kevin Durant. Ils ont remonté leur retard. Je crois qu'il a marqué 22 points, 5 passes décisives et ils ont gagné 122-115. Ouais. Ouais, non, mais Je vais dire, en fait, il a créé. Et Udoka, il a un historique avec ce il était assistant quand il était à Brooklyn pendant une saison ou deux, je crois. Euh, donc, ils se connaissent bien tous les deux. Et là, je trouve que le coaching staff des Rockets a réussi à créer cet environnement qui sied parfaitement à Kevin Durant. Et ce qui est très drôle, encore plus drôle, je pense, c'est que Kevin Durant est actuellement sur le taux d'usage le plus bas de sa carrière. Alperen Şengün est sur le taux d'usage le plus haut de sa carrière. Ils sont tous les deux, je crois. Alors attends, laisse-moi regarder. Kevin Durant, il est à 26,7% de taux d'usage. Et Alperen Şengün, il est juste en dessous, il est à 26,2. Au classement NBA, Kevin Durant, c'est le 29e joueur de la ligue en termes de taux d'usage, et Şengün, c'est le 32e. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Durant qui joue à merveille son rôle de je joue collectif, je laisse les autres croquer dans le gâteau, mais en même temps, on me met dans les meilleures conditions pour que j'ai mes points, que j'ai ma production, et avec mon efficacité redoutable, c'est nickel chrome, ça passe crème. Et derrière, tu as Alperen Şengün qui sont en train de surfer directement en sortie d'Eurobasket, où le gars, il est sur des trucs, sur un niveau, son meilleur niveau en carrière. Et pareil, lui, il a vu son taux d'usage augmenter. Enfin, ils ont trouvé une espèce de recette avec Şengün et Durant, et tout le reste s'aligne parfaitement derrière. Franchement, chapeau les Rockets, quoi. Je suis épaté par cette équipe. Ouais, et chapeau Ime Udoka, parce que franchement,
honnêtement, ce qu'il fait avec cette équipe, c'est remarquable et c'est vraiment hein, sa carrière de head coach à ce mec-là, ça commence à vraiment devenir très très sérieux entre sa saison à Boston où il est au-dessus des 50 victoires, où il met vraiment en place une équipe extrêmement intéressante, ce qu'il a fait l'année dernière à Houston, ce qu'il est en train de faire sur ce début de saison-là. Les solutions qu'il trouve, la capacité à s'adapter aux circonstances avec les blessures, etc. Franchement, ce que Ime Udoka fait, c'est très 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 sérieux. Je suis très content que tu dises ça parce que j'aurais potentiellement oublié de le souligner. Parce que des fois, je prépare mal mes notes. Je l'avoue. Il y a des sujets, des fois, que j'oublie de parler. Et des fois, quand je repense au podcast, je me dis, putain, merde, j'ai oublié de parler de ça. Ah là, c'est lamentable. Mais Idoka, je suis très content que tu le dises parce que toi et moi, enfin, on a déjà parlé de Kevin Durant et du fait que le leadership, c'est pas sa principale qualité. Non, c'est clair. Et je crois que toi, tu l'avais souligné l'autre fois en parlant de Houston, et je partage tout à fait cet avis-là. Tu vas me dire si c'est bien ça auquel je fais référence ou si j'ai la mémoire qui flanche. Mais je crois qu'on avait parlé du fait que Ime Udoka, justement, c'était un coach très particulier dans le sens où c'est un leader émotionnel et charismatique à lui tout seul. Ah ouais, il a presque un côté gourou, ce mec. Ouais. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est coach. Et ils sont rares les coachs qui ont cette espèce de puissance, cette puissance charismatique sur le banc, quoi. Ah ouais, non, mais tout à fait. Et voilà, ce leadership des émotions. Et tu vois, c'est pas rare que tu vois Udoka échanger avec les joueurs adverses, enfin, tu vois, avoir des réactions d'humeur, des réactions d'orgueil sur le terrain, alors qu'il est sur le banc, tu vois. Et, et je trouve que c'est le coach, je pense, parfait pour un mec comme Kevin Durant. Parce Ouais, que je suis Kevin d'accord. Durant, ça lui permet de laisser ce taf-là qu'il aime pas faire, qu'il a jamais fait correctement, à Udoka, et lui d'être la meilleure version de lui-même. Ça paraît un peu débile de ce que je suis en train de dire, mais je le crois foncièrement, ce que je suis en train de dire. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et effectivement, il a cet aspect leader d'homme qui est très prononcé. Et puis, et tactiquement, ce qu'il fait, c'est aussi extrêmement intéressant, je trouve. Donc ouais, non, on est vraiment en train de. Son histoire à Boston, tu vois, elle s'est finie d'une manière encore aujourd'hui qu'on comprend pas tous très bien. Enfin, tu vois, il y a encore beaucoup de questions et tout. Il y a un goût d'inachevé énorme sur son histoire à Boston. Moi, j'ai très très hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec cette équipe des Rockets. En tout cas, là, ça fait 2 saisons qu'il a quand même. Là où on pensait que les Rockets allaient se cogner une traversée du désert assez longuette, Ah bah, l'année dernière, le ils mec ont qui a dit, redressé la barre excessivement rapidement, bah, quoi. c'est clair, en début de saison dernière, celui qui aurait annoncé que les Rockets seraient au-dessus des 50 victoires, il était fort. Ouais. Et la gestion des contrats, on en avait parlé, toi et moi, des contrats de Şengün auquel ils avaient offert un contrat qui montrait qu'ils avaient vraiment confiance en lui. Jalen Green, il s'était préservé justement avec un contrat hyper intrigant sur du court terme qui leur permettait justement de s'en séparer dans un transfert éventuel. Ce qu'ils ont fait pour récupérer Kevin Durant, et ils font bien, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le talent qui irrigue cet effectif, et franchement, si t'es fan des Rockets, faut peut-être quoi maudire la blessure de Van Vliet, très sincèrement. Avec Van Vliet dans l'effectif, cette équipe, mais c'était un truc de fou. Et franchement, Shepard, euh, il m'épate ce joueur. Et je sais pas ce que ça va donner. On peut pas le savoir. C'est impossible de savoir ce qu'il va donner. Ça se trouve, voilà. Moi, je réfléchis toujours quand je parle je dis, comment dire. Je n'ai jamais trop. Enfin, je Faut laisse pas toujours une t'enflammer aussi chance vite. Ouais. aux jeunes joueurs parce que j'ai vu Sam Cassell en finale NBA face aux Knicks et face à Orlando sortir des matchs complètement dingos et devenir le joueur qu'il est devenu après. C'était à la fin des années 90. Ouais, mais ça marche dans un sens comme dans l'autre, tu vois, il faut jamais les Tout à enterrer fait. trop vite et il faut jamais s'enflammer trop vite non plus. Mais je sais pas, tu vois le joueur, enfin, je veux dire, il a un jeu en pénétration que je ne soupçonnais pas. Il est adroit au tir. Il essaye de bien faire. Il a une énergie vraiment sur le terrain que je trouve communicative et tu sens qu'il a envie de bien faire. Et Dieu sait qu'il se fait râler dessus parfois par ses coéquipiers parce qu'il fait des erreurs bêtes, des erreurs qui correspondent à son niveau d'expérience tout simplement. Mais tu sens que dans cette équipe, il y a aussi un côté no bullshit, quoi.
C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas, ça parle franchement, Ouais. mais ça passe à autre chose. En tout cas pour l'instant, il y a rien qui accroche et l'objectif commun reste devant tout le reste, quoi. J'ai Oui, c'est l'impression. ça se rentre dedans, mais ça polémique pas, quoi, tu vois, c'est pas, Mm. juste, ça se dit les choses clairement. Et ouais, non, mais J'espère je que suis ça va durer. d'accord, hein. Rich Shepard, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qu'on avait évoqué au moment de la blessure de Van Vliet, tu vois. On avait dit que ça va être un très bon test pour voir ce que Rich Shepard a dans le bid, parce que c'est sûr que ça va lui profiter en termes de temps de jeu. Et t'as mentionné le contrat d'Alperen Sengun, mais, enfin, tu vois, combien de franchises lui auraient donné le contrat max à Sengun? Bien sûr, Tu vois, ils ont réussi à ne pas le faire, en fait. Ils ont bien réussi sûr. à lui donner moins, alors que pourtant, tout le monde, au moment, c'est quoi, c'est l'année dernière, c'est au début de la saison dernière, donc c'est le Ouais. début de la saison 2024. Déjà, à cette époque-là, plus personne n'a de doute sur le potentiel d'Alperen Sengun, tu vois. Il y a toujours le débat sur qui sera le franchise player de cette équipe, est-ce que c'est Sengun ou Jalen Green? On a eu vite eu la réponse au fil de la saison. Mais effectivement, le travail contractuel qui a été fait par le front office a été Mm. remarquable. Ouais, on pouvait avoir un doute sur sa capacité à devenir le joueur qu'il est en train de devenir. En fait, la question sur Sengun, j'ai l'impression, c'était est-ce qu'il a déjà atteint son pic ou pas. Ouais, mais ça, c'est des questions que tu te poses avec quasiment tous les joueurs qui sont en fin de contrat Ah, rookie, si mais tu veux, tu vois. tout à fait, absolument. Et franchement, ça a été magnifiquement négocié. Je pense qu'aussi, ils lui ont vendu un avenir en disant voilà, si on fait un contrat comme celui-ci, on va pouvoir avoir les mains libres pour faire d'autres choses. Donc, euh, donc je pense qu'il faut aussi expliquer ce genre de choses quoi, quand tu négocies avec un joueur. Et force à lui d'avoir compris ça et de vouloir être compétitif. Ouais, T'as des joueurs qui n'ont strictement rien à péter, qui prennent l'argent et puis c'est tout. Quoi. et rappelons que ce mec-là n'a que 23 ans, et que franchement, s'il continue à progresser, mais waouh, jusqu'où il va aller. En tout cas, le pick and roll Kevin Durant Alperen Sengun, je l'avais pas mis sur mon bingo, sur ma carte bingo, et je suis ravi que ça se déroule comme ça. Franchement, là, depuis quelques matchs, c'est vraiment un pied absolu de regarder cette équipe jouer, quoi. Et 16e choix de draft, donc une fois de plus, la preuve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lottery pick pour mettre la main sur Exactement, une pépite. carrément. On va parler des Pelicans, si tu veux bien. Alors, je sais que les Pelicans, on en a beaucoup parlé. Pour une équipe qui est au fin fond du classement de la conférence Ouest, on en parle vachement beaucoup. Mais il y a des choses à dire. Voilà, de toute Parce que façon, il y a pas plus l'actu. tard. Ouais, ouais, puis il y a une actu en plus. Mais pas plus tard qu'en 2024, ça paraît pas si loin. À l'époque où CJ McCollum et Brandon Ingram étaient encore dans l'effectif, les Pelicans étaient presque capables de s'imposer parmi les meilleures équipes de la conférence Ouest. Leur différentiel de points, c'était top 5 sur une période qui allait de novembre à mars où tout d'un coup, on se dit, ah tiens, finalement les Pelicans, c'est pas mal du tout, ça commence à ressembler à quelque chose. Zion Williamson, cette saison-là, il a joué 70 matchs, et on voyait bien ce que ça donnait, balle en main dans son jeu en pénétration. On était en train de se dire, mon Dieu, Zion est en train de devenir la superstar qu'on attendait tous. Et en deux temps, trois mouvements, comme souvent avec cette équipe, ça a été la descente aux enfers. Ingram s'est blessé au mois de mars, Zion s'est blessé en avril, et là, tout s'est écroulé. Un peu plus d'un an plus tard, on en est là, 2 victoires, 10 défaites. Zion est de nouveau blessé. Dejounte Murray n'a joué que 31 matchs depuis son transfert à la Nouvelle-Orléans en provenance d'Atlanta, et Dieu sait qu'il y a eu des pics de draft qui ont été donnés pour le récupérer. Encore Atlanta qui s'est gavé. On a beaucoup discuté des décisions hasardeuses prises par le nouveau front office à l'intersaison, notamment celui de se séparer de ce fameux pic de draft de 2026 non protégé. Ils auraient pu mettre une protection, mais non. Dans une draft qui est réputée comme extrêmement forte à son sommet, qui c'est qui va récupérer ce pic? Atlanta, forcément. Donc le but, c'était de monter de 10 positions pour sélectionner Derrick Queen, absolument. Charlie, on avait aussi, il me semble, annoncé il y a quelques épisodes l'imminence du licenciement de Willie Green, le coach, le fusible parfait d'une nouvelle saison catastrophique. Pourquoi? Parce que le nouveau front office, je pense, avait aussi à cœur d'aller choisir son candidat ou de les prolonger le coach par intérim Jess Borrego. En tout cas, faire leur choix à eux et installer leur homme, et qui n'est pas Willie Green. Là, Willie Green, c'est clairement le paratonnerre, mais ça résout en rien les problèmes des Pelicans.
Bizarrement, au milieu des ruines où se trouve cette franchise, ce sont justement leurs deux rookies, Jeremiah Fears et Derrick Quinn, qui offrent une note d'optimisme inespérée aux fans des Pelicans. Derrick Quinn, qui n'a pas choisi les conditions de son arrivée à la Nouvelle-Orléans, se révèle être un des potentiels les plus intrigants de cette classe de rookies, avec des capacités à la création, au scoring. Parfois, c'est carrément bluffant quand tu le vois sur le terrain. Charlie, on n'aura peut-être jamais autant parlé d'une franchise aussi mauvaise en si peu de temps, mais je trouve que les Pelicans sont un cas d'école fascinant à observer dans la logique de construction d'une franchise. Alors, pour les mauvaises raisons, tu me diras. Ouais. Mais je pense qu'il y a des décisions qui devraient s'imposer aux dirigeants s'ils veulent s'ils veulent avoir encore une chance de sauver ce qui peut l'être. Et je ne sais pas s'ils vont prendre ces décisions-là. Qu'est-ce que tu en penses des Pelicans? Et où ils en sont à l'instant T, là? Bah écoute, déjà, le licenciement de Willie Green, bah c'est pas étonnant, hein. Effectivement. La dernière fois qu'on a parlé des Pels, tu disais qu'il serait le premier coach à être renvoyé cette saison, et c'est assez logique. Il n'arrivait pas à trouver des solutions. C'était pas compliqué, ouais. Voilà, c'est clairement pas le seul responsable de la situation, hein. On va pas revenir une nouvelle fois sur les choix de Dumars, on en a déjà parlé, mais lui aussi, il a une belle part de responsabilité. Mais bon, voilà, on sait comment ça se passe, que ce soit en NBA ou dans beaucoup d'autres sports, le coach est bien souvent le premier fusible. On va voir qui va prendre la suite. Pour le moment, c'est Borrego, qui était son assistant, qui a pris sa place, qui d'ailleurs, le pauvre, commence par un calendrier bien énervé, hein. Il y a eu Golden State avec la défaite de 18 points, ensuite c'est OKC, Denver, bref. La prise de fonction, elle est violente. Écoute, on verra s'il reste en place. C'est pas son premier poste de head coach, hein. Il a fait quelques mois à Orlando, il a fait quelques saisons à la tête des Hornets. Voilà, je suis d'accord sur le côté sur Derrick Quinn, hein. Je pense que effectivement c'est un profil qui est très intéressant. D'ailleurs, Borrego l'a tout de suite choisi de le titulariser. Il a eu un match un peu compliqué face à Draymond Green, donc ça on peut le comprendre. Ouais, il monte en puissance depuis le début de saison. Il a montré des belles choses. Effectivement, on sent qu'il peut devenir un excellent joueur. Maintenant, le truc qui est injuste avec lui et qui va le suivre sur au moins tout son début de carrière, c'est qu'on va le juger sous le prisme de ce qu'il a coûté. Et vu le contexte à la Nouvelle-Orléans, c'est un prix qui pourrait être très élevé, surtout vu la draft qui s'annonce. Et vu la saison qu'ils sont en train de faire, enfin, je veux Bah dire, ouais, la saison de tanking parfaite, là. bah c'est ça, c'est que si tu vois, si les Hawks récupèrent un choix dans le top 3, bah forcément le jugement sur Derrick Quinn, il va en souffrir. Mais c'est clairement un des rookies les plus fun à suivre. C'est sans aucun doute le meilleur pivot de cette cuvée de draft, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il a des moves, il n'est pas gêné balle en main. Parfois il en fait un peu trop, mais c'est normal, il est jeune. Mais c'est un bon finisseur, il court, il a un profil intéressant. Il a aussi une certaine capacité de création, d'ailleurs, tu l'as dit. Bref, il montre des choses vraiment, vraiment intéressantes pour la NBA actuelle. Maintenant, la vraie question pour moi qu'il faut se poser tout de suite pour les Pels, bah, c'est évidemment celle de sa compatibilité avec Zion. Tu vois, c'est quand même une raquette qui shoot très peu, voire pas du tout. C'est deux joueurs qui sont plutôt axés sur du jeu intérieur, du bully ball. Ils vont certainement pas écarter le jeu. Alors, est-ce que c'est fonctionnel aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, c'est clair que les perfs des deux rookies, Fears et Quinn, sont un rayon de soleil très bienvenu dans cette saison vraiment morose des Pels. Leur développement doit absolument devenir la priorité de la saison, surtout si Zion continue ses allers-retours à l'infirmerie. Mais écoute, voilà, changer de coach, c'est une chose, c'est bien, mais ce qu'il faut là pour les Pels, c'est donner du sens à cette saison, et pour ça, bah, soit tu dois développer des rookies, soit tu dois profiter de cette saison pour appuyer sur le bouton rouge et commencer des très grands mouvements. Est-ce que vraiment le contexte actuel te permet de faire des grands mouvements dans les meilleures conditions? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, moi, il y a un truc que j'aimerais bien pour les Pels, c'est commencer à défendre un peu. Ce serait bien, parce qu'encaisser 120 points par match, c'est quand même pas le pied, même pour développer des rookies, tu vois, je suis persuadé que c'est pas quelque chose de très positif pour eux. Mais ouais, écoute, les Pels, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Oui, complètement. Ouais. Alors moi, tu sais très bien quelle est mon opinion concernant, on en a déjà parlé, toi et moi, en off, Ouais, bah oui. de cette équipe, et tu sais très bien ce que je vais dire. Très clairement, pour moi, aujourd'hui, alors, le timing reste à trouver, bien évidemment, mais très sincèrement, je pense que dans l'intérêt de cette franchise, qui est de toute manière, enfin, on peut commencer par dire ça peut-être, cette franchise est une catastrophe.
Leur Oui. propriétaire, c'est une catastrophe, c'est Gail Benson, qui est également propriétaire de l'équipe de football américain, les Saints de New Orleans, qui en a strictement rien à péter du basket. Et C'est qui clairement, n'arrête pas de dire qu'il ne vendra pas, malheureusement. voilà, c'est clairement un truc de seconde zone pour eux et ça ne les intéresse pas. Déjà, la nomination de Griffin à l'époque, qui a été virée au mois d'avril, elle était bizarre, elle est arrivée dans un contexte extrêmement étrange. Il a été licencié, je crois que 3 jours plus tard, Joe Dumars était annoncé. Donc il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi Joe Dumars était proche des propriétaires et ainsi de suite. Ce qui montre également qu'ils n'ont pas du tout fait de recherche, qu'ils n'ont pas essayé de se dire tiens quel est le meilleur candidat, surtout que Joe Dumars n'était plus du tout dans des fonctions de général manager ou de dirigeant comme ça, en termes de gestion depuis des années, que ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il a gagné son titre avec Détroit et qu'il vit encore là-dessus, mais qui aujourd'hui dans la NBA moderne souhaitait confier les rênes de sa franchise à Joe Dumars, je pense qu'il se battait contre personne pour l'engager. Donc, je pense que cette franchise, le gros problème part de là déjà. Le verre est dans la pomme. Et je pense que tant que ce sont ces patrons-là qui sont à la tête de la franchise, je vois pas vraiment comment ça va bien se passer. Ceci étant dit, si on essaie d'être un peu optimiste, parce qu'ils ils en ont fait quand même des conneries, les Pelicans, ces dernières années. Je rappelle qu'ils avaient dans leur rang Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Brandon Ingram, et que tous ces gars-là, ils sont partis avec trois premiers pics de draft, et ce qu'ils ont récupéré dans l'opération, c'est Dejounte Murray, Derrick Queen, et quelques joueurs qui sont pas plus forcément dans l'effectif. Donc ça craint, ça craint. Aujourd'hui, toutes ces opérations-là sont nazes. Comme on vient de le dire, Fears et Derrick Queen. Étrangement, ils sont tout à fait intéressants comme joueurs. Tim Duncan qui dit que Derrick Queen l'intrigue. Pour moi, c'est l'ultime compliment que tu peux recevoir en NBA bientôt, quoi. Euh, et je pense très sincèrement que la seule opportunité aujourd'hui qui s'offre aux Pelicans, c'est de se débarrasser de Zion Williamson. Alors comment, à quel moment est-ce qu'il va falloir attendre qu'il revienne, qu'il joue et qu'il fasse un peu ses preuves et qu'il y ait une équipe qui se sente pousser des ailes en se disant mais c'est sûr, c'est le mec qu'il nous faut. Mais j'ai envie de dire que même s'il récupérait 2 pics de draft dans l'opération, ça serait déjà très bien. Moi, je vais te dire ce qui me fait vraiment peur. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est ce scénario possible où en fait la franchise se dit qu'avec les retours des poules de Poole et Murray, eh ben elle peut devenir ambitieuse, tu vois, changer de braquet. Moi, c'est un peu ça Ambitieuse qui me fait carrément. peur. Bah, allez, ambitieuse, au moins viser mieux que ce qu'ils ont actuellement, tu vois, éventuellement aller en playoff, j'en sais rien, mais moi, j'y crois pas du tout, hein, je te le dis, hein, pour moi, Ouais, ouais. c'est de la fantaisie, mais moi, j'ai un peu peur que ce scénario-là, il existe, tu vois, que le front office, tu vois, veuille temporiser en se disant, deux de nos joueurs les plus importants sont absents, on peut pas prendre de décision en se basant sur la situation actuelle. Moi, c'est clair que je pense comme toi. Je pense qu'il il faut se lancer dans les grandes opérations. Maintenant, le problème aussi, c'est quelle est la valeur de Zion aujourd'hui? Il sort d'une saison à Mmh, 30 matchs. c'est sûr. Là, il est absent depuis une dizaine de jours. Est-ce que, quitte à appuyer sur le bouton rouge, est-ce que tu veux pas chercher d'abord à le mettre en valeur? Je veux dire, quitte à pas gagner de match, tu lui donnes tous les ballons, tu le laisses tâter comme un fou, et s'il arrive un tant soit peu à enchaîner, alors là, il y aura sûrement une franchise qui sera intéressée par le dossier, mais Bah, c'est ça qu'ils doivent espérer, les Pelicans, c'est que Zion puisse enchaîner plus de 10 matchs consécutifs, quoi. oui, mais le seul problème, c'est que moi, je te dis, pour moi, le problème, c'est les absences de Dejounte Murray et Poole. Et tu vois, Murray, de mémoire, il y a quelques semaines, on parlait de début Ouais, ouais. 2026, tu vois, est-ce qu'on va pas se
se retrouver dans une situation où Dumars, il va dire, bah non, on attend d'avoir l'effectif au complet et on attend de voir ce que cet effectif au complet peut nous permettre d'avoir comme ambition. C'est ce qu'il a l'air de dire quand il a parlé, quand il a fait sa conférence de presse après le licenciement de Willie Green. Il dit le truc le plus important, c'est d'avoir une identité. Je pense qu'il n'a pas du tout envie de bouger. Je pense qu'il a envie de faire exactement ce que tu dis, que dans l'expectative, tout le monde revienne, qu'on ait un effectif au complet Bah, et c'est une qu'on saison pour rien, alors. voit ce qu'on a. Hein c'est une saison pour rien, alors. Enfin, pour moi, dans ce Oui, cas-là, ça sera une saison pour rien. et je pense que Joe Dumars n'a aucun problème avec ça. Pour lui, c'est pas un problème de personnel, c'est un problème de créer une identité, de créer un collectif, et que l'important, c'est de voir ce qu'on a entre les mains. Et pour moi, c'est une erreur, clairement. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je Parce pense que que c'est cette une erreur équipe, aussi. elle commence à avoir le cul entre deux chaises, et je pense très sincèrement que la seule façon pour eux de récupérer... Parce que les Pelicans, sur les 94 derniers matchs, c'est 23 victoires, 71 défaites. Enfin, je veux dire, c'est Oui, et c'est puis, naze, en quoi. fait, même si Dejounte Murray, il revient en janvier-février 2026, le temps Ça qu'il va se nulle remette en part. jambes, qu'il s'intègre dans le Voilà. collectif, je veux dire, Mais ça va nulle part. Jordan Poole, Dejounte Murray, Zion Williamson, ça ne va nulle part. Je suis désolé. Et Zion Williamson, peut-être que... Enfin, je pense très sincèrement, je dis pas que Zion Williamson est terminé. On n'est pas loin quand même. Hein. Mais bon, j'ai pas envie d'en arriver à cet extrême. Je me dis que, et pour les Pelicans, et pour Zion Williamson, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est qu'on change d'histoire. Qu'ils se séparent et qu'ils partent sur autre chose. Et que les Pelicans essaient de recouper le maximum pour Poole, Murray et Williamson. Et que ça construise autour des gars qu'ils ont. Par contre, tu gardes Trey Murphy, tu gardes Herb Jones, ça, bien tu sûr. gardes les soldats. Mais tout le reste, tout ce que tu peux, tout ce qui peut t'apporter des pics de draft, tu le vires et t'essaies d'aller choper t'essaies de retenter un coup dans une draft. Si tu peux choper ne serait-ce qu'un premier pic de draft de 2026 pour Zion, je pense que tu dois faire l'opération. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Zion, avec son passif, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont vouloir donner un premier tour pour un mec qui a 3 ans de contrat à Ah bah c'est 40 sûr. millions et plus, et dont il n'y a aucune garantie qu'il soit capable d'enchaîner les matchs, en fait. Moi, c'est pour ça que J'ai vu trop d'équipes se convaitre Oui, d'aller c'est vrai. recruter des joueurs où c'était complètement débile et ils l'ont fait quand même. Hein. C'est vrai, tu as raison là-dessus. Tu as raison. Ouais, On en a vu, non, mais tu vois. je suis d'accord sur le fait qu'il faut le trader cette saison. Moi, je pense que je ferai pas ça tout de suite. Tu vois, je croiserai les doigts pour réussir à lui faire enchaîner une quinzaine de matchs et puis après on essaye à ce moment-là, tu vois. Mais c'est pas facile et c'est pareil. Trader des Dejounte Murray, en fait, est-ce que tu vas même pouvoir le faire en fait? Est-ce qu'il va revenir avant la deadline? Est-ce que tu vois, ça va être un dossier qui va être intéressant pour les équipes avant la deadline, ou alors est-ce que tu vas être obligé de repousser ce moment-là de quelques mois? Je pense que tu seras obligé de le repousser, c'est Ouais, et sûr. dans ce cas-là, tu le fais jouer. Ouais, Concernant Murray, c'est sûr, mais Zion, je pense que cette année, tu peux, d'ici la date limite des transferts, tu peux l'envoyer ailleurs, quoi. Zion et Poole, ouais, il faut les envoyer ailleurs. Ouais. Je pense que ces deux joueurs-là, tu peux totalement les récupérer quelque chose, recouper un truc, quoi. Ouais. Très sincèrement, je sais pas. Si ça me fend le cœur, moi j'étais un enthousiaste de Zion. Ah oui, bah pareil, hein. Et Pareil. je sais pas. J'étais même un enthousiaste de Dejounte Murray, moi, à une époque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sa période Spurs, c'était très encourageant. Hein. Bah ouais. Ouais, sa saison All-Star aux Spurs, là, c'était pas mal. Hein. Ouais. Et là, il y a enfin non, enfin là, je pense que pour les Pelicans, il faut passer à autre chose. Et je suis persuadé cependant que le front office en face de nous est totalement incapable de prendre cette décision et que c'est pas du tout ça qui va se passer. Mais c'est ça, en fait, le problème, J'en suis persuadé. Je le sais pas problème, il pourquoi est j'en suis aussi là, tu persuadé. vois. C'est que même s'il décide de trader, Ouais. c'est Joe Dumars à la baguette, tu vois. Est-ce que vraiment il va réussir à lancer une reconstruction un peu utile, un peu efficace? Je sais pas. Je sais qu'ils sont pas à plaindre, hein, Trey Murphy et Herb Jones, mais ça me déprime de savoir ces deux joueurs-là en train de pourrir là-bas. Putain,
Ça me fend le cœur, Charlie, t'as pas idée. Je trouve que c'est un gâchis phénoménal. Bah, surtout que les pauvres, ils sont engagés pour si longtemps. Ouais, et puis Herb Jones, en plus, il a pris un contrat super sympa. Le mec, il est mal payé pour jouer dans une équipe. Enfin bref, on verra ce que ça donnera, mais franchement, si les Pelicans prennent des bonnes décisions, j'ai bien conscience que je viens de dire que je m'étais totalement trompé sur les Pelicans, hein. Enfin sur Derrick Queen tout du moins. Derrick Queen, tout d'un coup, il est en train de donner tort à plein de gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, si ce mec-là arrive à faire quelque chose, à taper dans son potentiel, est-ce que ça vaudra le fait d'avoir sacrifié un pic non protégé de la prochaine draft? Probablement pas, parce que c'est complètement stupide de ne pas le protéger, ce pic. Rien ne les contraignait à ne pas le protéger. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune raison de ne pas le protéger, au moins top 5, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. C'est complètement stupide, c'est d'une stupidité incroyable. En fait, c'est ça qui est incompréhensible avec ce move, c'est que c'est juste bête. Enfin Ouais. bref. Je ne comprendrai pas jamais comment c'est possible qu'ils aient choisi de faire ça. Mais tant mieux pour eux qu'ils aient Derek Queen, tant mieux pour eux qu'ils aient Jeremiah Fears. Il y a au moins ça qui colle cette saison pour eux, même si ça va être voilà l'enfer des défaites qui s'enchaînent. Et Derek Queen, quand tu l'entends, là, les interviews qu'il donne, ça va être vraiment un bon gars. Donc, moi, je suis les Pelicans, je construis autour de l'optimisme de Derek Queen et pas du reste, quoi. On va terminer le podcast sur les Suns. J'aimerais juste souligner le fait que j'ai pas du tout aimé un truc, une phase de jeu la nuit dernière face à Atlanta, entre les Suns et les Hawks. Oui. Zachary Rizaché qui part au dunk, qui se ramasse sur le dos, enfin limite à se briser la hanche, où il peut pas se relever. Tu vois qu'il est en douleur totale. Alors, à qui la faute? J'en sais rien. Il y a un moment, les arbitres, tu siffles, Ouais. tu arrêtes Tu le arrêtes le jeu, jeu, bien sûr. tu te penches sur le joueur. Enfin, je veux dire, On n'arrête pas le jeu comment que tu quand peux c'est une continuer superstar. le truc en voyant que le gars, il est par terre et qu'il bouge plus, quoi. Enfin, qu'il bouge plus, qu'il peut pas se relever. Enfin, sans déconner. Il y a un moment, c'est complètement con, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est Je trouve scandaleux ça qu'ils aient pas. irresponsable. Ouais, c'est scandaleux qu'ils aient pas arrêté le jeu et c'est d'autant plus scandaleux qu'on sait très bien qu'ils l'auraient arrêté si c'était une star de la ligue. Ah, Donc ouais, ça m'a ça saoulé m'a aussi. hérissé le poil. Tu vois, Ouais. je l'ai mis en rouge dans mon truc, dans mes notes, là. Ça m'a saoulé et voilà, je voulais juste dire ça. Juste pour reparler de Phoenix, on l'avait rapidement évoqué il y a quelques jours, mais je voudrais qu'on appuie quand même sur le fait que cette équipe des Suns est sur une bonne dynamique en ce moment. Et tout ça sans Jalen Green, hein, qui s'est blessé à peine son retour fait sur les parquets. Ils sont 8e de la conférence Ouest, juste derrière les Warriors. Jordan Hott, le coach et son staff, boulot phénoménal. Dans le sillage d'un Devin Booker qui se révèle plutôt convaincant cette saison dans son rôle de leader et de catalyseur sur le terrain. Il ne force rien, il évolue dans le sens du collectif et franchement, ça m'épate. Dylan Brooks, je suis désolé, je ne sais pas ce que vous pensez de Dylan Brooks, chers auditeurs. Je comprends qu'il soit assez détestable et tout ça, je le comprends tout à fait. Je vois très bien son personnage qui peut être fatigant et moi aussi, des fois, ça me fatigue. Mais pour l'instant, si tu suis la carrière de ce gars-là, la quasi-totalité des endroits où il s'arrête, à chaque fois, ça gagne. Ça gagne. Il était à Memphis, ça gagne. Il était à Houston, ça gagne. Il arrive aux Suns, ça gagne. Il y a une espèce de mentalité chez ce joueur où il arrive lui-même à convaincre. Tu t'entends Devin Booker parler de Dylan Brooks, le gars, et il te le décrit comme un des plus gros bosseurs avec lequel il a jamais joué. Et puis derrière, t'as Grayson Allen, Royce O'Neal, Mark Williams, Ozoi Godaro, Ryan Dunn, même Colin Gillespie qui a joué à Denver, que je connais bien, et qui est en train qui est devenu un joueur tout à fait, sur lequel tu peux tout à fait compter dans la rotation. Franchement, Charlie, moi, je suis épaté par cette équipe de Phoenix que je voyais plutôt à la place des Pelicans, tu vois. Et c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. À la place des Pelicans, peut-être que je suis très dur, mais Ouais, t'es je, dur là. je les voyais pas comme ça. Écoute, alors on va commencer par Dion Brooks. Bah déjà, il fait une saison Dion Brooks assez folle. Hein. Il fait sa meilleure saison en carrière sur le plan offensif. Et
au-delà de ça, surtout, t'as complètement raison, il apporte une énergie et une mentalité qui font un bien fou à cette équipe. On peut penser ce qu'on veut de ses travers. Moi aussi, hein, je le trouve souvent détestable. Je pense que de temps en temps, il en fait beaucoup trop. Mais n'empêche qu'avoir un profil comme le sien, pardon, dans une équipe, ça fait du bien. Il donne le ton dans l'intensité, il donne l'impulsion. Et on sent que dans cette équipe, il y a des mecs qui sont contents de le suivre. Alors voilà, il fait vraiment partie de ces joueurs que beaucoup détestent parce que sur un parquet, c'est pas un type que tu as envie de croiser tous les soirs, mais avoir un profil de ce genre dans son équipe, tant qu'il déborde pas trop, c'est très précieux. Euh, alors, moi, les Suns, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font. Je trouve que Jordan Hott fait un bon début de saison et du très bon boulot. Maintenant, pour moi, on est typiquement devant une équipe qui gagne face à des équipes pas bonnes, Mhm. mais qui doit encore confirmer face à des bonnes équipes. Et là, leur série de 5 victoires consécutives, bon bah dans le lot, t'as quand même les Pels et les Pacers qui sont parmi les cancres de la ligue, les Clippers qui sont vraiment en galère, les Mavs qui ces derniers temps battent pas grand monde. Là contre Atlanta, bah ils auraient pu prolonger la série, mais ils ont perdu pied alors qu'ils menaient très largement au début du quatrième quart-temps. Ils ont perdu trop de ballons, ils ont été trop peu disciplinés sur le plan défensif. Moi, je voudrais attendre de les voir confirmer face à de meilleures équipes. Là, d'ici la fin du mois de novembre, ils vont jouer les Wolves, ils vont jouer les Spurs, qu'ils ont déjà battus. C'est d'ailleurs probablement la seule vraiment bonne équipe qu'ils ont battue cette saison. Ils vont jouer Houston, OKC, Denver. Début décembre, ils enchaînent avec les Lakers, les Rockets à nouveau, les Wolves à nouveau et 2 fois Golden State. Donc là, à ce moment-là, on verra si on est Ouais, devant t'as une raison. équipe, tu vois, qui ne bat que les moins bonnes équipes. D'ailleurs, Devin Booker a fait une sortie dans ce sens il y a quelques jours. Hein. Il a rappelé que la saison dernière, les choses avaient très bien démarré et qu'il fallait surtout pas s'enflammer. Voilà, dans le jeu, je suis d'accord. J'aime plutôt bien ce qu'il montre. Ça joue nettement plus vite que la saison dernière. Ça défend mieux aussi. Ça attaque fort en transition. C'est très nettement plus agréable à regarder que la saison dernière où même leur bon début de saison reposait avant tout sur les individualités. Et d'ailleurs, c'est la blessure de Kevin Durant qui avait fait basculer leur saison dans une phase beaucoup plus compliquée. Donc voilà, moi, je veux pas m'enflammer parce que voilà, je trouve que pour le moment, il ressemble surtout à une équipe qui gagne face à des adversaires moyens, et tant qu'on n'aura pas de confirmation face à des équipes plus ambitieuses, je pense il faut rester mesuré. Mais voilà, rester mesuré, ça n'empêche pas de remarquer les progrès de l'équipe, et surtout de remarquer le changement dans l'état d'esprit. Et là, forcément, un joueur comme Dion Brooks a un impact. Et c'est vrai que moi, c'est surtout ça qui me tient à cœur, parce qu'on sait bien que Phoenix va pas jouer le titre, tu vois, même si la saison se passe du mieux possible, c'est pas une équipe qui peut viser le titre, mais cet état d'esprit sur le parquet, rien que pour les fans qui se déplacent pour voir les matchs, je trouve que c'est important, et ça fait du bien de voir ça, surtout après la saison dernière, où franchement, c'était vraiment la soupe à la grimace, quoi. Ah, mais complètement. Je trouve que par rapport à la saison dernière, ça n'a rien à voir, alors que très sincèrement, sur le papier, tu compares les deux équipes. Ben, c'est difficile Et après, t'as raison. L'adversité, pour l'instant, n'est pas colossale. Je respecte quand même le jeu NBA et j'ai vu trop d'équipes s'incliner face à des. En NBA, tu peux pas. Enfin, le niveau est extrêmement élevé, quoi. Et tu peux pas jouer Non, mais à je suis d'accord, moitié. mais si je te fais la liste des équipes qu'ils ont battues cette Non, mais saison, tu je vois, vois très bien. il y en a pas Je beaucoup vois, qui vont être en playoff. je vois très bien. Et effectivement, j'ai bien conscience que les Suns peuvent tout à fait s'écrouler d'ici à la fin décembre. Effectivement, quand tu vois les équipes qui vont se coltiner pendant un temps, Ouais. et je dis pas non plus, je dis pas que les Suns, c'est pour ça que j'en parle maintenant d'ailleurs. Je suis pas naïf au point de penser que les Suns vont faire le meilleur scénario pour eux, c'est un play-in. Oui, Et tout à fait, ouais. s'ils sont éliminés au play-in, voilà, tu diras, bah, bravo les Suns, on s'y attendait pas, très sincèrement. Voilà, c'est tout. Les Suns, je trouve juste que d'un point de vue dans la mentalité du jeu, Ah, ça, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dans le dernière, c'est clair. kiff des joueurs à jouer ensemble sur le Ouais, ouais. terrain, je trouve ça assez remarquable. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une révolution à ce point dans la façon de jouer et dans Ouais, non, l'état d'esprit surtout. là-dessus, je suis d'accord. Moi, c'est plus ça en fait qui m'épate. Phoenix en tant que tel, effectivement, c'est pas du tout une équipe du haut du panier dans la conférence Ouest. Je me fais aucune illusion les concernant. Par contre, c'est une équipe pénible à jouer. Et sur un bon soir, pour les sortir, faut y aller, quoi. Je pense que c'est pas simple.
On verra bien, effectivement, ils ont des confrontations intéressantes. On va voir contre Minnesota, contre les Spurs, contre les Rockets, contre le Thunder. Enfin, les Thunder, je pense qu'ils vont les plier en quatre. Contre les Nuggets, contre les Lakers. On verra comment ça se passe. Ouais, même tu vois, la double confrontation face aux Warriors, pour moi, elle a pas mal de valeur quand même, parce que les Warriors, ça Je suis reste une curieux de équipe voir ça. qu'on a du mal à classer. Ça va être hyper intéressant de voir comment leur fin novembre, début décembre va se passer. Mais je trouve que leur dynamique, elle est cool, tu vois, et que ça donne un côté sympa à suivre. Je vais te dire, j'aurais été... Ça va s'écrouler ou pas, en fait, c'est ça ma question. Est-ce qu'ils vont s'écrouler sur eux-mêmes ou pas? Je vais te dire, j'aurais été plus enthousiaste s'ils avaient battu Atlanta. Ouais, mais le match était particulier quand même. Après le truc de Zachary Rizaché, là, c'était vraiment bizarre, le match. Ouais, Atlanta avait déjà amorcé une sacrée remontée avant, Oui, et c'est sûr. d'ailleurs c'est Zachary Rizaché qui a été un élément moteur de cette remontée avec son apport défensif, notamment ses interceptions. Mais voilà, tu vois, en fait, ouais, je te dis, moi quand je regarde la liste des équipes qu'ils ont battues, pour moi il y a que les Spurs qui sont susceptibles d'aller en playoff parmi ces équipes-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Les Hawks, il va falloir qu'on en parle aussi, putain. Trae Young, pour moi, c'est sûr et certain qu'il faut qu'il parte. Bah, vu comment ça se passe actuellement, là, ouais, je suis assez d'accord. Franchement, ça fait un moment que je le porte, ce truc-là. Et plus ça va, plus je me dis que c'est exactement ce qu'il faut qu'il se passe, quoi. C'est pas possible que tu aies cette... Et même Porzingis, hein, là, tu vois, au Congo, là, en ce moment, là, il est sur... le mec, il marche sur le... Ah, par contre, on a parlé de Mohamed Gay l'autre fois, depuis quelques matchs, depuis la victoire face aux Lakers. Ouf. Ouais, je crois qu'on lui a pas porté, je pense. Ouais, il est grave retombé sur terre. Juste pour terminer, avant de te dire au revoir, Charlie, l'équipe dont on a parlé, là, les Rockets, notre sujet principal de la soirée, d'ici décembre, comment dire, l'agenda, il est mortel. Cette semaine, on a Cleveland, on a Denver. La semaine d'après, le 25, dans la nuit du 24 au 25, on aura Phoenix, Golden State. Après, tu as 2 matchs contre Utah, on s'en fout. Les Kings, on s'en fout. Tu as les Suns, Dallas, la Nouvelle-Orléans, Denver le 20 décembre, les Kings le 22, les Clippers. Et ils terminent la saison l'année 2025 avec les Lakers et Cleveland avant de terminer face à Indiana. Ouais, et puis ils ont un road trip interminable au mois de décembre. Ils passent 20 jours sur la route. Ah mais grave, du 6 décembre au-delà de Noël, ouais. ils sont sur la route. Donc là, les Rockets, c'est pareil. Il y a tout un espèce de couloir là d'un mois et demi où vraiment, ça va être passionnant de les regarder jouer et de voir ce que ça donne par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à leur bon classement offensif, défensif, et les marges de progression qu'ils ont encore. Franchement, ça va être très très cool de suivre les Rockets. Sachant qu'a priori, sur tout ce qu'on vient d'évoquer, là, le road trip et tout, Harrison ne sera pas là, parce qu'il me semble que ça parle de minimum 4 semaines d'absence, d'où l'importance du retour de Finney-Smith. Et Finney-Smith, on ne sait toujours pas, on est d'accord, il n'y a pas encore de timing. Non, mais tu sais, franchement, moi je suis inquiet pour Finney-Smith, et bizarre, je suis de plus en plus en train de me dire que Pelinka a pas eu tort de pas lui filer le contrat qu'il voulait, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Écoute, on verra bien. Merci, Charlie. Bah écoute, avec plaisir. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Voilà, en ce mardi matin, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro du podcast. Et puis d'ici là, passez une très très bonne semaine. À ciao, bye bye.